Le livre que je présente aujourd'hui s'appelle Origine des langues africaines, sous-titré Essai d'application de la méthode comparative aux langues africaines anciennes et modernes. Donc, quand vous voyez ancienne, il y a forcément l'Égyptien ancien dedans, les différents états de l'Égyptien ancien. Et dans une partie de la fin, je vais parler du méroïtique aussi. Et donc, les langues africaines modernes, en appliquant la seule méthode qui va permettre de prouver de façon scientifique, sans discussion possible, la parenté entre deux ou plusieurs langues, quelles qu'elles soient. Donc c'est de ça que je vais parler. Le livre est sorti en 2011. Je l'avais écrit juste parce que j'ai eu à faire un certain nombre de découvertes, de démonstrations en solo, et j'ai voulu le présenter aux autres. C'était le seul objectif. Et je suis parti en fait de ma langue maternelle, la langue nationale en République centrafricaine, qui est le Sango. Et je voulais à tout prix voir si elle était apparentée à l'Égyptien ancien ou pas. Toujours en se basant sur la méthode comparative. Et ça m'a amené de plus en plus loin. Certes, j'ai eu à prouver que le Sango est lié à l'Égyptien ancien. Ensuite, après, j'ai ajouté de nouvelles langues. Et j'ai vu que ça le faisait aussi. Et de proche en proche, je me suis rendu compte qu'on pouvait quasiment mettre toutes les langues africaines dedans et prouver sans aucun problème. Et j'ai eu de nouvelles conclusions aussi, inédites, hein, auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Et vous non plus, certainement, hein, si vous, quand vous allez le découvrir. Et donc c'est de ça que je suis en train de parler. Alors, le livre, je ne sais pas si ça défile en même temps, là-bas. Ok, je suis à la deuxième slide. Voilà, donc le livre, à ma grande surprise quand c'est sorti, vu que je suis amateur, hein, comme le frère l'a présenté tout à l'heure, je suis ingénieur microélectronicien. La linguistique, je l'ai apprise comme ça, parce que je côtoyais des étudiants en linguistique et j'aimais le thème et je voyais que pour continuer sur les pas de Cheikh Anta Diop, de Teofilo Obenga, il fallait ça. Et quand c'est sorti, à ma grande surprise, je me suis rendu compte que ça a eu un succès énorme, quoi, dans toutes les universités, les grandes universités, en Europe et aux États-Unis. Le livre est étudié. Donc vous voyez la liste des universités. À ma connaissance, c'est ce que j'ai eu à voir sur Internet. Toutes ces universités en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Hollande, à Rabat aussi, à Niamey. Hein, ce sont les deux pays africains où le livre est étudié, hein, à l'université. Et puis aussi à l'université de Toulouse. Donc franchement, j'étais vraiment étonné, quoi. Et quand j'ai vu que c'était donc à l'université de Toulouse, vu que j'habite à Toulouse, je dis bon, je vais aller voir, est-ce que c'est vrai? Effectivement, donc vous le voyez ici en rayon. Deuxième slide, je ne sais pas si vous voyez là. Deuxième slide. Donc voilà, le livre il est là, parmi d'autres grands livres de linguistique africaine. Et qu'il est étudié par des chercheurs, hein, je le sais, par des correspondants, par des chercheurs, des étudiants en linguistique. Parce que l'impact du livre sort du cadre étroit de la linguistique africaine, hein, parce que ça concerne d'autres champs de la linguistique.
Et donc des chercheurs travaillent dessus. Je sais qu'à Taïwan, des chercheurs taïwanais travaillent aussi sur la méthode que j'ai définie, employée, qui est une extension en fait de la méthode comparative aux langues africaines, quoi. Parce que vous savez que bon, la méthode comparative est une méthode extrêmement exigeante qui se base sur des critères rigoureux. On va avoir des exemples et sur un raisonnement scientifique. Et il a été employé pour la première fois dans les langues européennes, hein, comme vous le savez, les langues indo-européennes. Dans le cadre africain, il a été employé pour prouver la parenté des langues bantoues entre elles. Bon, au-delà, il y a très peu d'exemples d'emploi de la méthode comparative. Parce que les linguistes, soit africains, soit africanistes, ont très peur d'employer cette méthode. Parce qu'elle est rigoureuse, elle demande beaucoup d'efforts. Et en général, ils préfèrent utiliser la méthode de Greenberg qui s'appelle la comparaison de masse comparison, qui n'est pas une méthode rigoureuse du tout. Avec ça, on peut prouver n'importe quoi. Donc, dans la première partie de mon livre, puisque le livre est divisé en 3 parties, dans la première partie du livre, j'ai démontré petit à petit, étape par étape, la fausseté de la méthode employée par Greenberg pour classer les langues africaines en 4 familles. Et avec des exemples à l'appui. Et ça, ça souffre aucune discussion. Donc l'application de la méthode comparative aux langues africaines, elle est nécessaire, mais pour qu'elle soit la plus rigoureuse possible, il a fallu, et c'est ce que j'ai fait pour la première fois dans le livre, durcir les critères. C'est-à-dire que les critères qui sont déjà rigoureux, employés pour prouver la parenté entre les langues indo-européennes, n'étaient pas en elles-mêmes suffisantes quand il s'agit de l'appliquer aux langues africaines. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la majorité des langues africaines ne sont pas écrites. Vous savez bien. Donc, les faits linguistiques, vous ne pouvez pas les capturer comme ça, comme vous pouvez les capturer dans le cadre du français, qui a une longue histoire écrite, où on a son ancêtre direct qui est le latin avec plein de documents, on a le grec avec lequel on peut remonter dans le temps, on a le sanskrit. Donc les faits linguistiques sont nombreux et anciens. Dans le cadre des langues africaines, franchement, il n'y a pas ça. On a beau dire des choses, mis à part l'Égyptien ancien, effectivement, qui permettent d'aller très loin. Je veux dire, il n'y a pas photo. Donc il faut suivre ces critères, et ce que j'ai fait. Rapidement, donc, la méthode comparative, de quoi il s'agit, et vous allez comprendre rapidement comment ça a été appliqué aux langues africaines et avec quels critères. Bon, c'est simple, la méthode comparative est basée sur le principe fondateur de toute science, le principe de causalité. Savoir que les mêmes causes placées dans les mêmes conditions produisent les mêmes effets. C'est tout simplement ça. Alors, de ça découle donc une méthode mathématique, je mets quasi-mathématique entre guillemets, mais c'est mathématique, parce que vous devez écrire des lois, vous devez extraire des lois. Et ces lois doivent s'appliquer partout, en toutes circonstances. Et s'il y a des exceptions, ces exceptions elles-mêmes doivent obéir à de nouvelles règles, de nouvelles lois qu'il faut extraire. Donc vous voyez que c'est pas quelque chose de facile. Donc il faut comparer systématiquement donc les langues filles, supposées filles, de l'ancêtre prédialectal. Par exemple, si
je soupçonne que l'égyptien ancien est apparenté à une langue X ou Y, hein, par exemple au Bassa, hein, ou au Wolof, ben, je dois comparer l'égyptien ancien et le Wolof et appliquer les règles, voir si on peut arriver à dégager des lois. Et donc ces lois, ce sont donc les lois de changement phonétique, hein, qui sont en fait obéissent à des phénomènes de régularité. C'est une méthode qui a fait ses preuves partout où elle a été appliquée, sans exception. Dans le domaine indo-européen, bien sûr, dans le domaine bantou, évidemment, dans le domaine de certaines langues amérindiennes, ça s'appelle l'algonquin également, dans les langues du Pacifique, les langues de Mahorais, de Tahitiens, etc., on a appliqué ça jusqu'au malgache. On trouve exactement la méthode marche sans aucun problème. Et même, comme il s'agit de science, elle permet de faire des prévisions. Parce que si elle ne fait pas de prévisions, ça n'est pas la peine. Hein, les lois scientifiques permettent ça. En science, en physique, on fait exactement la même chose. On dégage des lois, et à partir de ces lois, on prévoit de nouveaux phénomènes, puisque ces lois sont censées être universelles. Donc ça a permis le déchiffrement, par exemple, de la langue mycénienne, hein, du mycénien, qui est en fait l'ancêtre du grec ancien. Ça a permis aussi le déchiffrement du hittite. Donc vous voyez, c'est des preuves qui sont éprouvées. Prochaine slide. La suite. Voilà. Donc, pour l'illustrer, je vais juste prendre un seul exemple. Le français et l'anglais. Tout le monde sait que le français et l'anglais descendent d'un même ancêtre. C'est le fameux indo-européen. Ok? Bon, on le dit, on le soupçonne, on peut le voir comme ça en disant oui, bon, j'ai tel mot en français qui ressemble à tel mot en anglais, oui, etc. Bon, oui, mais c'est quelque chose qu'il faut prouver. Pour le français, on sait qu'il descend du latin. Ça aussi, ça peut se prouver par la méthode comparative. L'anglais, il a été démontré qu'il est apparenté au latin et à d'autres langues indo-européennes, hein, comme le grec, toujours en appliquant la méthode comparative. Donc, logiquement, si j'applique la méthode comparative au français et à l'anglais, je dois pouvoir dégager des lois. Ok? Et ces lois, en fait, ce sont des lois de changement phonétique. C'est-à-dire que tel son dans telle langue, dans la première langue, doit correspondre à tel autre son dans la deuxième langue, quand elles sont placées dans les mêmes conditions. Et ça, sans exception. C'est ça les lois de changement phonétique. C'est ce que Cheikh Anta Diop a fait tout le long de son travail entre le Wolof et l'égyptien ancien. Vous avez vu les lois de correspondance qu'il a dégagées, hein, c'est des sons en égyptien ancien, tel son correspond au Wolof à tel autre son. Et ça, sans exception. Théophile Benga, dans son livre Origine commune de l'égyptien ancien et des langues négro-africaines modernes, vous connaissez ce bouquin, certainement, il doit être là, oui, voilà, exactement. C'est vraiment le livre qui a été le fil conducteur de mon travail. C'est ça qui m'a permis d'écrire ce bouquin-là. J'ai dû le lire, je l'ai dit dans le livre, une bonne dizaine de fois, du début à la fin. À chaque fois, j'apprenais de nouvelles choses. À chaque fois, j'apprenais différents aspects de cette méthode comparative, hein, qui est très difficile. Donc, c'est la même chose que je propose de faire. Bon, c'est une slide que je fais souvent dans mes présentations, hein, pour cette méthode.
Donc, vous avez devant vous donc, une colonne, un ensemble, une liste comparative de mots français, anglais. Et il s'agit donc d'extraire des lois de correspondance phonétique. Et je ne sais pas si vous en voyez. Le but du jeu, c'est ça. Hein. Bon, quand on a exercé, on le voit facilement. Mais au début, souvent, c'est difficile. Des fois, on peut mettre du temps avant de découvrir. Donc là, il faut partir. Le principe de base, c'est qu'il faut partir des mots du vocabulaire de base. C'est-à-dire des mots qui sont difficilement empruntables d'une langue à l'autre. Si vous excluez tous ces mots-là qui sont des mots sophistiqués, hein, comme banque, balance, je sais pas moi, internet, équilibre ou des trucs de ce genre, ben, il vous reste les mots du vocabulaire de base. Et ces mots du vocabulaire de base, ils ont toutes les chances d'être directement hérités de l'ancêtre prédialectal. Donc la comparaison fait sens à partir de là. Une fois que vous aurez dégagé des lois, ces lois, vous pouvez donc aller de proche en proche avec de nouveaux mots plus sophistiqués. Mais il faut d'abord commencer par ces mots du vocabulaire de base. Si vous n'en voyez pas, c'est que les mots, les deux langues ne sont pas apparentés, même si vous avez des lois de correspondance, quoi. Les africanistes qui font des fantaisies avec la famille afro-asiatique ou même la famille Niger-Congo, ils sont complètement à côté de la plaque. Oui, des gens qui comparent l'Égyptien ancien avec le sémitique en se basant sur des mots qui ne sont pas des mots du vocabulaire de base. On le sait très bien. Hein? Par exemple, Tofel l'a dit, je donne un seul exemple, le mot scellé, khatem, qu'on retrouve aussi bien en égyptien ancien et en acadien. Mais vous ne pouvez pas prendre ça et dire Oura! L'égyptien ancien et le sémitique sont apparentés. D'ailleurs, c'est trop proche. Hein? Les mots sont trop proches déjà. Pour un comparatif, il doit faire attention. Quand vous voyez des langues qui sont déjà très distinctes, avoir des mots aussi proches, ça doit vous faire tilt dans la tête. Vous devez dire non, c'est pas possible. Parce que plus on est séparés, plus les mots doivent être les plus éloignés les uns des autres. C'est logique. Mais quand vous voyez des mots qui sont trop proches, posez-vous des questions, réfléchissez au moins. Les africanistes, comme c'est eux qui commandent, ils ne réfléchissent pas, ils donnent les trucs, et puis bon, on les laisse faire comme ça. Donc, voici donc cette liste, et je vous propose donc de voir des lois de correspondance phonétique. Est-ce que vous en voyez au premier coup d'œil une première loi ou pas? Enfin, je ne sais pas. Non? On a eu un problème. Ah, il y a un problème. Ah, ok, bon. C'est dommage. C'est sûr que quand on revient à des racines communes, on voit les liens. On voit les liens. Quand on, par exemple, pour père, on voit father, pater, là, effectivement, intuitivement, on sent qu'il y a quelque chose. Oui, on sent une ressemblance déjà au niveau de la prononciation. Hein? Et donc, oui, c'est intéressant. On a father, c'est réparé là, non? On a father en anglais et on a père en français. Pater en latin, qui est son ancêtre. Bon, alors, pour se placer dans le contexte africain, où il n'y a pas d'écriture, hein, parce qu'il faut être sérieux, il faut être rigoureux quand on fait de la méthode comparative. Il faut pas dire, oui, il y a quand même une écriture, hein, oui, non, il faut partir des faits, il faut être sérieux. Et donc, imaginez-vous, hein, vous êtes face à une langue africaine. Si le français était une langue africaine, le pater, vous ne l'avez pas. On est d'accord? Hein? Le français, il n'a que père. Ok? Si vous comparez father avec le français, vous avez father avec père, pas avec pater. Parce que pater, c'est du latin. Il est censé avoir disparu depuis longtemps. Donc vous n'en tenez pas compte. Vous devez utiliser que le français, parce que c'est lui qui est visible. Ok? Donc là, effectivement,
il y a un problème. Donc je mets pater entre guillemets parce qu'on sait que c'est... On sait que donc c'est le cas. Par contre, et ça, c'est une des extensions. C'est bon. Ok. Par contre, c'est une des extensions que j'ai mis comme critère dans la méthode comparative. C'est que si vous ne trouvez pas le mot qui vous convient, correspondant à père en français, cherchez d'autres éléments de la même racine, du même mot. Ok? Et en français, vous aurez paternel. Ok? Ça, c'est du français. C'est ce que le français a. Quand on parle, on dit hein, l'adjectif qui est lié au père, c'est paternel. C'est pas pérennel ou un truc, hein, c'est paternel. Donc, voilà. Vous avez quelque chose qui peut être comparé avec faveur, paternel. Vous enlevez le nel, hein, qui est juste un suffixe, et puis vous avez donc une racine pater, tout propre en français, que vous pouvez comparer avec faveur, etc. Idem pour pied. Vous avez vu le pied en français, c'est quoi? Vous devez le comparer avec foot. Vous voyez là? Oui, ok. Vous le comparez avec foot. Oui, mais pied, vous n'avez que en fait la première consonne. Ok? Mais chaque élément doit correspondre en méthode comparative. Vous voyez? Ok? Donc, la première consonne, il faut que vous prouvez qu'il y a une loi qui le lie avec la première consonne de l'autre langue. Bon, vous commencez à comprendre que le F en anglais doit correspondre au P en français, dans la même position. C'est important de préciser la position. C'est ça les conditions. Et puis je pense que ce qui est intéressant aussi, enfin, tu peux me permettre, Oui. en anglais, Oui. aussi, ils vont utiliser pour caractériser les choses qui sont liées au pied, Oui. pedestrian. Donc, ils vont retrouver Pédestrian, oui. Mais là on verra qu'il faut faire attention aussi pour cette comparaison. Je vais vous montrer comment ce sont des pièges et il faut faire attention. Même à ça, parce que c'est des mots qui se ressemblent. J'en ai parlé un peu dedans, justement, après, mais vous verrez que c'est ce genre de piège dans lequel il ne faut pas tomber. Donc, nous avons foot en anglais, hein, qui est une racine, hein, avec deux consonnes, F au début et T à la fin. En français, qu'est-ce que j'ai? J'ai un mot avec une seule consonne, la consonne initiale P. Bon, certes, je vérifie la loi, F, P. F en anglais correspond à P en français. Mais T en anglais, en français, ça donne quoi? Ça donne rien du tout, puisqu'il n'y a pas de consonne correspondante. Vous voyez? Vous allez me dire, il y a un D. Oui. Mais quand vous prononcez pas D. Mettez-vous à la place d'une langue africaine. C'est le français parlé qu'on doit utiliser, ok? C'est pas l'écrit, non, c'est pas ça. Hein. Si vous étiez chercheur en langue africaine, les langues ne sont pas écrites, donc il faut vous débrouiller avec ce que vous avez. Oui, il n'y a pas de D, ok? C'est ce qui aidait les comparatistes européens quand ils comparaient les langues, c'est l'écrit. Mais nous, on n'a pas ça, ok? Donc il faut faire attention. Il faut trouver d'autres méthodes. Et c'est pour ça que je dis la rigueur doit nous habiter tout le long de notre travail. Il ne faut pas faire de concessions, il ne faut pas faire de fantaisie, hein, parce qu'en faisant des fantaisies, les comparatifs rigoureux, hein, ils vont venir vous raconter de conneries. Donc, en français, il n'y a pas de consonne finale. Okay? Pour la retrouver, il faut appliquer encore la méthode que j'ai dite, à savoir chercher un adjectif ou quelque chose en français. Hein, pas du latin, hein, parce qu'en latin vous avez ped, hein, pets, le nominatif c'est pet, hein, pedos, etc. pour le génitif, etc. Donc vous avez un D, ok? Mais en français il n'y a pas ça, un truc correspondant. Donc cherchez au niveau de l'adjectif ou d'un verbe ou un truc, ou un autre dérivé, quelque chose comme ça qui puisse correspondre. Et en français vous avez justement pédestre, ok? Pédestre, c'est un adjectif qui est lié au pied. Hein? Pédale aussi, c'est quelque chose qui est lié au pied. Ok? Donc, podologie, oui.
podologie aussi. Sauf que, quand vous prenez le cas de podologie, vous vous rendez compte que c'est un mot français qui est basé sur, qui est construit autour d'une racine grecque, pod, ok, qui veut dire pied, justement, hein, pod. Donc, il y a beaucoup de pièges. Il y a beaucoup de pièges. Donc il faut faire attention. Il faut prendre vraiment. Il faut que le français s'exprime par lui-même et uniquement avec ses propres forces. Ok? Podologie, c'est pas sa force. On n'est pas en français avec ça. Ce sont des savants qui ont construit ce mot, podologie. C'est pas le français en parlant qui. Hein? Le français en parlant, il est parti de la racine P de quelque chose, et puis il est arrivé à pied au niveau du nominatif, hein, au niveau du nom, et puis il est arrivé à pédestre, naturellement, au niveau de l'adjectif. Juste en parlant sa langue, quoi. La langue qu'il a héritée du latin sans réfléchir. Ok, c'est pas un savant qui est venu dire, bon, je construis comme ça. Non, il a juste parlé. Comme un Africain parlerait sa langue, et puis ça va comme ça, quoi. Ok, donc podologie, tous ces trucs-là, non. Ok, ça c'est des mots construits, il faut faire attention. Prendre juste le mot tel que il a été fait. Donc, voilà, en raisonnant comme ça et en étant extrêmement rigoureux, comme vous êtes en train de comprendre hein, comment on fait, hein, il faut faire attention, ok, extrêmement attention. Et bien vous allez découvrir des mots du vocabulaire de base avec des lois. C'est ce qu'on va voir dans la... Hein, je vais les dégager dans la seconde, la partie droite, là, dans la prochaine slide. Vous allez voir ces lois. Et donc, vous voyez, le F, il correspond au P en français et aussi en latin. Dans la même position. Quand c'est initial aussi. Ok? Position initiale en français, en anglais, c'est F. Position initiale en français, c'est P. Et sans exception. Vous le voyez dans le mot father et père. Ok? Bon, là, pour père, bon, on s'en fout hein, de la deuxième consonne. Hein, on raisonne en premier. Vous le voyez dans le mot foot et pied. Hein, donc F correspond à P. Vous le voyez même, si vous faites attention, dans le mot wolf, qui correspond à loup en français. Ok? À l'écrit, vous voyez, il y a un P. Ok? Mais il n'est plus prononcé en français. Donc, il faut trouver un autre moyen de le retrouver en français. Bon, dans ce cas, c'est très difficile. Hein? Si on passe par son ancêtre, qui est le latin, on voit lupus. Donc, le P, il est là. Ok? Mais si on ne connaît pas le latin, comme c'est le cas des langues africaines dont on ne connaît pas l'ancêtre, il faut se débrouiller, quoi. Et là, il faut raisonner. Hein. Pour l'eau et pour le retrouver, juste à l'oral comme ça, il faudrait passer par exemple par le féminin, la louve, louve. Donc vous avez vu, il y a un V qui est là. Hein. Le V, il sonne comme le P. Hein, et on peut expliquer phonétiquement pourquoi un P est devenu un V. Vous voyez, et ça, phonétiquement, ça s'explique. Donc déjà, ça vous donne un peu de poids. Ok? Ici, on retrouve le mot, par exemple, dans une forme ancienne de la langue. Parce que je crois dans le sud de la France, avant, on disait loupou. Il y avait la forme loupou qui est employée. Ah oui, mais là, justement, c'est une très bonne question. Mais là, vous touchez un point important de la méthode comparative qui est ce qu'on appelle donc les états de langue. Ok? Donc, quand vous faites la comparaison, vous devez comparer que deux états de langue à la fois. Vous devez comparer le français dans un état donné. Par exemple, le français actuel, vous devez le comparer avec l'anglais actuel. Ok? Vous ne pouvez pas le comparer avec un dialecte du français ou bien avec un état ancien du français. Ou alors, si vous voulez comparer l'état ancien du français, si vous le connaissez, par exemple, le français de Molière au XVIIe siècle, ok, que vous connaissez, eh bien, comparez-le avec l'anglais actuel. Mais que ce français de là-bas, de cette époque-là. Ok? Il ne faut pas mélanger les choses. Parce que puisque si vous mélangez les choses, vous comprenez que vous n'avez pas toutes les lois qui relient l'état du français
de cette époque-là à l'état actuel du français. Sauf si vous l'établissez. Sinon, vous mélangez les choses. Vous mélangez cet état avec l'état actuel du français et avec son état d'il y a 1000 ans, par exemple, au tout début. Non, on ne s'en sort pas. Et c'est ce que les africanistes font. Quand ils disent qu'ils font de la méthode comparative, par exemple qu'ils sont fait hérètes, c'est ce genre de choses. Vous voyez que c'est complètement foireux. Vous devez comparer. Bon, c'est vrai, c'est difficile. Parce qu'on aurait aimé prendre Loupou. Dans le sud de la France, on dit, donc ok, je prends. Non, non, monsieur. Il faut être rigoureux. Soit vous prenez cet état de langue là où il y a Loupou, et vous le comparez, et vous prenez comment il se dit père dans cette langue-là. Donc, vous faites toute la comparaison anglais avec ça. Donc, sinon, ça ne sert à rien. Et justement, vous voyez les africanistes comparer, par exemple, l'Égyptien ancien avec, je vais dire le moyen égyptien, par exemple, avec le copte. Ils mélangent le copte avec l'Égyptien ancien, et puis ils comparent ça avec une autre langue, par exemple le Haoussa, ou le sémitique, ou l'arabe, ou machin. Non. L'état de langue qu'on appelle le copte, c'est une chose. Et l'état de langue qu'on appelle le moyen égyptien, c'est une autre chose. C'est aussi différent que le latin et le français. Quand vous parlez en latin, le français ne comprend pas. Quand vous parlez en français, bon. Oui. Donc, il faut faire très attention. Ne comparez que des états de langue. À la même époque. Oui, à la même époque, oui. Non, oui. Vous pouvez comparer, par exemple, l'anglais actuel avec le français d'il y a 100 ans ou 200 ans. Vous pouvez le faire, mais c'est des états. Un état donné de langue. Vous pouvez comparer l'anglais, le vieil anglais, par exemple. Vous pouvez le comparer le vieil anglais avec le français actuel ou le vieil anglais avec l'ancien français du temps de Molière ou l'anglais actuel avec le français actuel ou l'anglais actuel avec le français, le vieux français, ou etc. Mais à chaque fois, c'est que des états synchroniques. Ce qu'on appelle en linguistique une synchronie. Quelque chose un état de langue connu à une époque donnée. C'est la langue telle qu'on le parle, quoi. C'est ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre là. Oui. En fait, parce que j'ai compris un peu, mais comment expliquer? Parce que Diop, il a comparé le Wolof avec l'Égyptien. Oui. Mais c'est pas parler. C'est très proche, pourtant, c'est parler à une différence d'époque qui est très grande. Parce que c'est ça. Oui, justement, mais c'est pas un problème. Ça, les africanistes ont l'habitude de rejeter ça en disant non, c'est pas un problème. C'est les équations qui comptent. Si vous arrivez à comparer le Wolof actuel avec le vieil égyptien d'il y a 5000 ans, et que vous trouvez des lois, des correspondances, c'est un état avec un autre état. L'époque ne compte pas. Et d'ailleurs, vous verrez que les langues bantoues sont beaucoup plus anciennes, alors qu'elles sont parlées actuellement, le lingala, le zoulou, etc. Elles sont beaucoup plus anciennes, beaucoup plus vieilles, archaïques que l'égyptien ancien. Oui, ils sont beaucoup plus archaïques. L'égyptien ancien, c'est une langue extrêmement évoluée par rapport au bantou. Le bantou est quasiment la langue ancêtre, le négro-égyptien. C'est quasiment ça. Oui, comment vous pouvez le faire juste en ayant des préjugés, en disant ah oui, c'est une ancienne époque, donc c'est forcément plus ancien que. Non. Et là, je le prouve dans le bouquin sans aucun problème, quoi. Ce sont les équations qui comptent, qui parlent. Si vous arrivez à extraire des lois phonétiques, comme je le fais à droite, à l'écran, ok, c'est bon. Si vous n'arrivez pas, c'est que c'est pas bon. C'est tout ce qui compte. Ok, donc voilà, vous avez toutes ces lois, vous le voyez ici. Par exemple, vous voyez systématiquement que le T, aussi bien en position finale qu'en position initiale, il correspond à D en français. Ok, le T en anglais il correspond à D en français. Le TH, le son th ou the, qu'on prononce en anglais, ok, il correspond à T en français. Ok. Bon, en français, par exemple, dans le mot dans, on le voit plus, on voit plus le T. Ok. Ça a disparu parce que bon, voilà. Mais
dans son ancêtre qui est le latin, on voit bien le T hein, dans dents. Hein. Et puis en français, si vous appliquez ma méthode, vous voyez qu'il y a l'adjectif dental. Ou dentition. Ou dentition, voilà. Ok, bon, voilà, donc vous retrouvez vous retrouvez le T par ce moyen, quoi. Etc., etc. Donc, vous voyez, le mot, vous pensiez peut-être pas que le mot hill en anglais ne correspondait peut-être pas à la mot colline, ou au mot colline en français. Et pourtant, vous avez vu les équations correspondent. Ok? Le H correspond à C en français. Ok? C'est ce que vous voyez dans le mot horn, qui correspond à corn, H, C. On est d'accord? Ok? Vous les avez pour le mot heart aussi, qui correspond à C en français, cœur. Ok? Etc. Donc il y a plein d'autres mots. Vous pouvez vous amuser à les retrouver chez vous, à faire des exercices, vous verrez. Ça ne souffre aucune exception dès qu'il s'agit de mots de vocabulaire de base. Ok? Oui. Donc c'est comme ça qu'il y a des spécialistes qui ont pu déterminer que l'ancêtre commun des langues européennes Oui. était ce qu'on appelle communément l'indo-européen, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, de manière de façade, lorsqu'on appréhende les langues européennes, Oui. qui sont diverses et variées, Oui. on n'a pas vraiment l'impression que ce sont des langues qui se ressemblent. Parce que Exactement. phonétiquement, à l'oreille, elles sont tellement différentes. Exactement. Et c'est par la détermination de lois linguistiques et phonétiques Absolument. qu'on a réussi à déterminer que ces langues-là avaient le même ancêtre. Absolument. Ce n'est pas la ressemblance. Ce n'est pas la ressemblance qui prouve la parenté. D'accord. C'est la régularité des correspondances. D'accord. Oui. Ok. La parenté, ce n'est pas la ressemblance. C'est pas la Hein. ressemblance de la langue. C'est la régularité des correspondances. Ok? H correspond à C, que. Régulièrement. À chaque fois, je vois toujours ça. D'accord. Ça prouve la parenté. Ça prouve la parenté. Et non, juste le mot cœur. Non. Hein? Parce que deux mots peuvent se ressembler alors qu'ils ne sont pas hérités directement de l'ancien prédialectal. Il peut y avoir des emprunts. Et vous verrez que l'anglais a beaucoup emprunté au français. Ok? Hein? Quelqu'un m'a parlé du mot pédestral ou un truc ah oui, mais ça c'est du français ça. Hein? C'est un mot anglais mais c'est hérité du français. Hein, ils ont emprunté ça au français. Hein? En plein soleil, comme j'ai l'habitude de dire dans le passage de mon livre, en plein soleil. Hein? C'est pas eux qui ont créé le mot, ce sont les Français qui ont créé le mot. Enfin, ils l'ont pas créé, ils l'ont hérité de leurs ancêtres. Hein? Et puis ils sont venus, les Anglais, ils ont pris le mot. Enfin, ce sont les Français qui les ont conquis, qui leur ont imposé ces emprunts. Et vous verrez que plus de 50% du vocabulaire anglais que vous utilisez, quand vous parlez anglais, c'est du français. Plus de 50%. Ok? Et si vous ajoutez les racines latines dedans, vous montez à 70%. 70%. L'anglais, c'est essentiellement du français. C'est essentiellement du français. Donc, de là maintenant à voir ce qui est authentiquement anglais, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Il faut vraiment se baser sur les mots du vocabulaire de base. Parce que les mots du vocabulaire de base, c'est difficile de les emprunter. Ok? Hein, quelqu'un peut emprunter les mots Internet, RER, train, je sais pas quoi. Oui, ok. Mais un mot comme soleil, manger, quand même, hein, c'est la base de la langue. C'est difficile, tu ne vas pas emprunter quelque chose que tu as déjà. Quoi. Donc c'est pour ça qu'on se base d'abord sur les mots de vocabulaire de base. On ne s'amuse pas avec les mots comme scellé. Hein. On voit les gens, les africanistes, ils utilisent, ils voient khetem en égyptien ancien, ils voient khetem en acadien. Ah oui, voilà. Hein. Ils font salto, oui, voilà. Non, ça ne veut rien dire. Ok, il faut le mot de vocabulaire. Et quand on fait le type de vocabulaire de base, on voit qu'il n'y a rien entre le sémitique et l'égyptien aussi. Il n'y a rien, zéro. Ok. Et le vocabulaire de base, c'est le vocabulaire pour exprimer les besoins de base ou comment on sait que. Comment on peut avoir. Mais c'est les mots les plus basiques. Ok. Les mots que vraiment, hein, même si vous êtes. Oui, voilà, c'est les mots de la vie quotidienne, quoi. C'est qu'on voit en premier. Hein, par exemple, arbre. Voilà, arbre. Quand même, un arbre. Montagne.
hein, soleil, lune, l'eau, voilà, l'eau qu'on boit, le bras, voilà, marcher, hein, cheveux, bon, hein, quand même, ces choses-là, ok, hein, les couleurs, hein, noir, blanc, voilà, ça c'est des trucs, vous les avez, quoi, ok. Oui, peux, vas-y. Intervenir une deuxième fois. Enfin, c'est justement que vous nous éclairiez encore une fois sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait que, au-delà du bédounétaire, donc de l'égyptien ancien, en fait, c'est-à-dire que les langues bantoues seraient même antérieures à cette langue-là. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, que la dimension archaïque des langues bantoues est plus significative qu'elle ne l'est pour l'ancien égyptien. C'est ce que vous disiez, qu'elles étaient plus archaïques. Oui, oui, dans leur caractère, dans leur trait. C'est-à-dire que... oui. Juste pour finir mon propos, parce que en fait, dans les ouvrages que j'ai lus, les langues donnent des indications sur l'immigration des peuples. C'est-à-dire que si vous dites, parce qu'on dit souvent que les langues africaines trouvent leur parenté dans l'égyptien ancien. Et ce que moi j'en déduis de ce que vous dites, c'est que l'égyptien ancien trouve sa parenté dans les langues bantoues. Oui. D'accord ? Oui. Donc, par déduction, les langues africaines trouvent leur parenté dans les langues bantoues. Absolument. Et il y aurait justement une cohérence entre cet état de fait et l'endroit où les populations ont migré à l'intérieur de l'Afrique. C'est-à-dire dans la région des Grands Lacs. Absolument. Pour ensuite migrer et peupler le reste de l'Afrique. Voilà. Mais donc, ça, c'est la conclusion. Je ne le connaissais pas, ce truc-là, au début. C'est ce qui a émergé naturellement donc, de mes recherches. Okay? Donc, beaucoup de gens, moi y compris, on pensait que les choses se passaient en Égypte ancienne. Hein, l'Égypte ancienne, voilà. Hein. Mais quand on regarde les choses, on voit les choses se sont passées à partir de la région du Grand Lac. Et c'est à partir de là que ça diffuse. L'Égyptien lui-même, hein, dans sa synchronie moyen égyptien, ou vieil égyptien des pyramides, c'est quelque chose qui est déjà évolué par rapport aux langues bantoues. C'est quelque chose qui est... C'est comme... L'égyptien ancien, l'égyptien des pyramides, c'est quasiment comme... c'est comme le québécois... C'est comme le français... Non, c'est comme le français comparé au latin. Ah, d'accord. Ah, c'est aussi loin que ça. D'accord. C'est comme le français comparé au latin. La base, c'est le bantou. Les langues bantou qu'on parle dans la région des Grands Lacs, là, c'est-à-dire l'Ouganda, le Kinyarwanda, etc., ce sont elles qui sont les... Ou les Zoulous, sont elles qui sont les plus proches du négro égyptien. Ça n'a quasiment pas changé. Ça n'a quasiment pas changé. Ok, donc c'est ça le truc. Mais ça, je ne le savais pas. Je l'ai su après. Je l'ai su. C'est après les investigations que vous avez découvert cela. Voilà, ça a découlé de ça. Oui. Et par rapport aux langues khoisan. Oui, voilà. Les langues khoisan. C'est très très vieux aussi. Tout à fait. Les langues khoisan, je ne les ai pas traitées. Et Théophile Le Banga non plus ne l'a pas traité dans sa comparaison. Moi, pour la simple raison qu'il n'y a pas assez de données sur ces langues-là. Okay? Donc, on ne connaît pas grand-chose de ces langues. Il n'y a pas une description synchronique, sérieuse, complète d'une langue khoisan donnée. Hein? Le san, par exemple, ou je ne sais pas quoi, hein? Avec sa grand-mère, tous les... Si on a une synchronie de cette langue avec des travaux de recherche dessus, on peut comparer sérieusement. Mais ça, ce truc-là, je ne l'ai pas fait. Okay? D'ailleurs, je n'ai pas comparé toutes les langues africaines, vous imaginez bien. Hein? Donc, j'ai pris... dans ma comparaison, j'ai commencé autour de 6 langues. Okay? Donc, j'ai pris l'égyptien ancien, dans sa synchronie du Moyen Empire, hein, qu'on appelle le Moyen Égyptien, okay, hein, parce qu'il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas aller prendre le vieil Égyptien
avec le néo-égyptien, parce que c'est différent. Vous voyez bien que c'est différent pour ceux qui étudient les hiéroglyphes. Vous voyez bien que c'est différent. Hein. Le copte, c'est encore plus différent. Donc, je ne mélange pas les choses. Et c'est ce que Obenga m'a appris dans son bouquin. Donc, il parle, vous voyez bien, lui, il parle, dans sa comparaison avec le Mboshi, il traite avec le moyen égyptien. C'est cet état de langue. Hein. Et ensuite, voilà, il compare avec le Mboshi qui est donc la langue qu'il parle, dont on ne connaît qu'une seule synchronie, parce qu'on ne connaît pas le passé du Mboshi. Il faut être sérieux. Hein, ok, donc, bon, voilà, il compare donc, un état avec un autre état. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est cette méthode-là. Donc j'ai pris le moyen égyptien, j'ai pris le copte, ok? Et pour moi, c'est une langue différente. Parce que je n'ai pas de préjugés, de présupposés. Il ne faut pas faire de présupposés. Il faut faire comme si, hein, partir du début, et puis c'est la méthode comparative qui va donner le résultat. Ok? Donc, j'ai dit copte, oui, ok. C'est parler sur le même territoire que l'égyptien ancien, ok, que le moyen égyptien, ok, mais voilà, c'est deux langues différentes. Et puis j'ai pris le sango, hein, qui est donc la langue nationale, hein, c'est ma langue maternelle. Il n'y a que cette langue que j'ai parlé la première fois, langue nationale en République centrafricaine. Puis j'ai pris le zandé, qui est la langue de mes parents. Ok. J'ai pris le haoussa et le somali. Ok, donc ça fait 6 langues. Hein. Le Haoussa et le Somali, pourquoi? Parce que, bon, hein, on dit, oui, ils font partie de la famille afro-asiatique, hein, une famille qu'ils ont définie avec une méthode qui est la méthode à Greenberg, hein, donc pas sérieux du tout. Hein. Ils se basent sur des critères de ressemblance, justement. Hein. Ah oui, ça ressemble là, donc ok. Non, c'est pas comme ça. Hein. Donc ils se disent, ah oui, bon, par exemple, le féminin se forme dans ces langues à partir d'un suffixe T ou d'un préfixe T. Ah oui, toc, on tombe dessus, vous voyez, c'est ça. Non. Donc j'ai pris ces deux langues-là et voir comment les choses se passent. Quoi. Et donc, j'ai vu qu'effectivement, parce qu'une fois que j'ai réussi à prouver, parce qu'au début je ne le voyais pas, que le sango, hein, ma langue était apparentée au moyen égyptien. On dit, oui, hein, chacun a l'habitude de dire, oui, vous prenez n'importe quelle langue africaine. Oui, bon, c'est bien beau. Il faut prouver. Mais il faut prouver. Hein, mais moi, je ne voyais pas comment. Hein, et c'est en travaillant hein, que je me suis rendu compte, effectivement, il y a ça. Et ensuite, après, quand j'ai vu qu'effectivement, une fois que j'ai trouvé le fil conducteur, c'est d'une facilité déconcertante. Tac, 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 ça va. Après, je dis, bon, mais allez, je vais essayer la langue de mon père. Hein, je connais quand même un peu. Hein, et là, j'ai mis le zandé dedans. Tac. Ça passe sans aucun problème. Je dis, ah oui, bon, ok, bon, je vais prendre le Haoussa. Paf, ça passe. Je prends le Somali, paf, ça passe. Voilà. Donc, bon, je dis, bon, je fais quand même l'étude avec ça. Et ensuite, après, c'est quand même des langues qui sont suffisamment représentatives de toutes les langues africaines. À part de là, je vais reconstruire l'ancêtre prédialectal, hein, l'ancêtre commun. Et puis ensuite, après, je vais redescendre pour voir si d'autres langues africaines appartiennent à cette même famille-là. Cette fois-ci, en utilisant l'ancêtre que j'ai reconstruit, quoi, pour voir si... C'est un test pour cet ancêtre, quoi, effectivement, hein, pour voir si les lois que j'ai établies, eh ben, ça s'applique. Effectivement, donc là, j'ai ajouté une dizaine d'autres langues, hein, 8 nouvelles langues dans la liste. Hein, parce que à chaque fois, il faut ajouter, il faut que ce soit le tableau qu'on voit là. Vous avez vu, il n'y a que 2 langues, ok? Mais quand il s'agit d'ajouter à chaque fois une langue, quand je dis 6 langues, c'est 6 colonnes. Vous avez vu, hein, il faut que les lois s'appliquent pour les 6 colonnes à la fois. Vous voyez? Et donc, ensuite, après, si vous ajoutez 8 autres langues, il faut que ça le fasse sur ces 8 langues. Hein, et donc, c'est sur 14 langues que j'ai fait. J'ai appliqué les trucs, extrait les lois à chaque fois sur 14 tableaux de 14 comme ça. Là, vous voyez? Décrit les lois, etc. Mais bon, une fois que vous avez reconstruit l'ancêtre prédialectal, vous verrez que c'est assez simple, quoi, après de les établir. Ce qui a été fait avec l'indo-européen. Hein, l'indo-européen, une fois qu'on a utilisé le grec ancien, le latin, le sanskrit, et puis le vieil haut allemand,
voilà, l'ancêtre qu'on reconstruit à partir de là, il est très représentatif. Hein. À partir de là, on explique toutes les autres, quoi. On explique l'albanais, on explique les langues slaves, le russe, etc., sans aucun problème. Et on peut découvrir de nouvelles langues, hein, comme on a découvert le hittite, etc., sans aucun problème. Donc vous avez vu, hein, donc, ces lois ne se basent pas sur des ressemblances, hein, vous avez vu, hein, mais sur des correspondances. Worm, vous avez vu, hein, c'est vert, ok. Bon, en latin, ça donne vermis, hein, parce que le V se prononce ouais en latin, comme vous le savez. Hein, vermis, vous avez vu, hein, c'est exactement le même mot, hein, worm, vermis, etc. Hein, y, J, en français, hein, young, jeune. Hein, peut-être que vous ne faisiez pas le rapport peut-être avant, mais bon, là, hein, vous avez young, jeune, c'est pareil. Hein, yok, joug, etc. Hein? Mais en latin, ce J-là, c'est ye, hein, comme en anglais, hein, ça se prononce pareil. Donc vous découvrez un certain nombre de choses. Il y a même des sons qui se conservent, hein, dans les deux langues. Hein. Par exemple, le R se conserve partout, vous avez vu, hein, dans toutes les positions. Voilà. Et donc vous avez donc ces lois-là. Regardez, parmi la liste, bon, vous pouvez augmenter ces listes, hein, voir d'autres lois. Hein. Par exemple, le B correspond à F dans brother, frère ou frater. Ok? B correspond à F. Mais vous le voyez en dessous aussi. Hein, le B il correspond à F aussi dans fleur. Ok? Blossom, hein, et floss. Vous avez vu, hein? Et puis il y a d'autres mots que vous pouvez voir comme ça. Hein? D'accord. Bon. Donc voilà. Prochaine slide. Donc une fois que vous avez établi donc cette première... hein, je reviens un peu en arrière pour voir. Hein, donc là, hein, c'est la première étape. Quand vous avez réussi à faire ça, ça ne veut pas dire que les langues sont apparentées. Vous avez réussi une première étape. Si vous échouez à cette étape, ce n'est pas la peine de continuer. Ok? Si vous réussissez, vous n'avez fait qu'une étape. Beaucoup reste à faire. Ok? C'est ça la méthode comparative. Et c'est pour ça que les africanistes fuient ça. Hein, et tous leurs suivants. Donc, une fois que vous avez prouvé la parenté, les lois, vous avez dégagé les lois de correspondance phonétique, il faut passer maintenant aux lois de correspondance morphologique. Ok? Comment les mots sont formés dans les deux langues. Parce qu'elles sont censées être des évolutions d'une même langue. Ok? Donc, si ils font quelque chose, ils ont une morphologie donnée en anglais, ben, cette morphologie doit être héritée de l'ancêtre. Et donc, ça a dû aussi être hérité par le français. D'accord? Et il faut faire la comparaison pour le voir. Par exemple, un trait de morphologie, c'est quoi? C'est la formation du pluriel. Ok? Donc là, on quitte la phonologie, la phonétique, on est dans le cadre donc de la morphologie. La formation du pluriel, qu'est-ce qu'on constate? On constate que, aussi bien en français qu'en anglais, dans la majorité des cas, le pluriel se forme en ajoutant S. Oui ou non? C'est ce qu'on constate. C'est singulier, c'est extrêmement important. Le singulier, c'est 0. Hein, 0 veut dire, bon, c'est rien, quoi. Hein, donc on laisse comme ça. Hein, mais quand on passe au pluriel, on ajoute S. Vous avez vu, c'est une loi. Hein, là, c'est une loi que je viens de voir. Hein, S. À chaque fois, c'est ça. Et ça, je l'ai établi pas avec des mots modernes, etc. Les mêmes mots que j'ai utilisés, c'est ça, la rigueur de la méthode comparative, les mêmes mots que j'ai utilisés au départ pour établir les correspondances phonétiques, c'est sur eux que je me base pour voir comment on fait le pluriel, etc. Ok, vous avez vu, hein, j'ai utilisé father, horn, etc. Non, ben, c'est les mêmes. Hein. Je dis, bon, mais comment on forme le pluriel de ces mots-là? Et c'est ça qui va me permettre de dégager la chose. Et qu'est-ce que je vois? Donc, je vois S en anglais et S en français. Ok? Bon. Je me dis, oui, pourquoi? Ça fait sens ou pas? Oui, ça fait sens.
Il y a une loi de correspondance là, au niveau morphologique. 0 au singulier, S en finale, au pluriel, ça c'est de l'anglais. En français, j'ai exactement la même chose. Et en plus, ça se justifie par les lois de correspondance phonétique que j'ai établies précédemment. Hein, si on peut revenir en arrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit que S, c'est S. Oui ou non? En anglais, on a S, en français, on a S. Oui. Voilà. Parce que les lois de correspondance morphologique que vous obtenez dans la deuxième étape, là, eh bien, il faut qu'elles obéissent aux lois de correspondance phonétique que vous avez établies à l'étape précédente. Sinon, il y a un problème, parce que voilà, c'est des sons. Ces sons, il faut qu'ils obéissent aux lois que vous avez établies. S'ils n'obéissent pas, il y a un problème. Ok? Ou alors, il faut les expliquer. Il faut expliquer pourquoi c'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, oui, en français, on a d'autres formes de pluriel. Bon, vous pouvez les expliquer. En anglais, ça se prononce pas forcément S. Hein, des fois, ça se prononce Z, hein, the. Un truc, oui, ok. Et là, j'attire aussi votre attention sur un fait important qui est l'écrit. Parce que dans nos langues, il n'y a pas l'écrit. Hein? Il faut le reconnaître. Il faut être sérieux. Il n'y a pas l'écrit. Qu'est-ce qu'on entend par écriture, professeur? Ben, l'écriture, c'est ce que j'appelle l'écriture. C'est une tradition écrite. Ah, c'est une tradition écrite. Hein, qui remonte quand même à un certain temps. Ok? Donc là, dans le cas des langues africaines, ce sont des langues qui ont une tradition écrite que récemment. Hein. Donc les mots se prononcent comme sont écrits. Et si une langue elle a emprunté une écriture d'un autre peuple, Oui. et qu'ils écrivent depuis quasiment le même laps de temps? Ah, mais ça c'est bon. C'est comme le français. Le français n'a jamais inventé d'écriture. Hein, on est d'accord. Aucun peuple européen n'a inventé d'écriture. Donc l'écriture qu'on utilise, c'est l'écriture qui a été inventée par d'autres, par les Phéniciens. Hein, c'est ça qui est passé en grec, et puis ensuite le latin, etc. Okay? Mais ils écrivent avec ça, etc., depuis un certain temps déjà. Parce que nous, au Sénégal, on écrit depuis plus d'un millénaire, mais avec l'arabe. Oui, avec l'arabe, oui, effectivement. Donc on peut. Quand même. Oui, voilà. Mais donc on peut utiliser les mots Wolof tels qu'on le voit. Donc on a plusieurs états du Wolof avec ça. On peut prendre par exemple les écrits du Wolof, hein, si c'est le Wolof, tel qu'on l'écrivait il y a 1000 ans, en écriture arabe, hein, on voit comment il se prononce hein, en phonétique. Hein. Si c'est un S, quoi. Hein, s'il existe en arabe, donc bon, voilà. Et puis, donc on peut faire la comparaison. Mais là, typiquement, s'il n'y avait pas l'écrit, on n'aurait pas vu de S en français. D'accord? Si le français n'était que parlé, comme la plupart des langues africaines, on n'aurait pas vu de S. Parce que ce S-là, il n'est pas prononcé. Ok? Alors, comment faire pour le retrouver? Hein? Si on devait faire la comparaison et essayer de le retrouver, comment on aurait fait? Ok? Donc, il y a plusieurs méthodes que j'ai développées dans le bouquin, hein, mais qu'on peut voir hein, facilement ici. Hein. Par exemple, on peut utiliser les liaisons hein, en français, parce que quand on parle, il y a les liaisons. Hein, ok? Hein? Pères et mères. Ok? Donc, on dit pères et mères. Vous voyez le S qui apparaît, quoi, sous la forme du Z, du ZE. Ok? Hein? Et le ZE, vous pouvez l'expliquer à partir du S par le fait qu'il est entre voyelles. Ok? Hein? Parce que hein, c'est des sons, hein, donc, pères et mères. Hein? Ok? Donc, pères et mères. Hein? Donc, c'était un S avant hein, qui est passé à Z parce que c'est entre voyelles. Et comme ça vous permet, par cette astuce, de retrouver que ce phénomène de liaison ne peut s'expliquer que si la langue au départ avait un S pour former le pluriel. Ok? Donc vous avez aussi... donc là déjà, c'est une première loi que j'ai dégagée. Vous avez une deuxième loi. Vous pouvez en dégager plein. Hein. Par exemple, vous avez le couple ordinal, cardinal, ordinal.
Ok, adjectif cardinal, ordinal, aussi bien en français qu'en anglais. Vous le voyez ici. One, first. Ok, ça c'est de l'anglais. En français, vous avez un, premier. Ok, quand vous jetez les suffixes, vous voyez, vous avez des mots qui se correspondent. Ok, avec les lois de correspondance. Parce que ça, c'est extrêmement typé, extrêmement singulier. Ça ne peut pas être le fait du hasard. Ok, hein? On a vu le N correspond au N en français. Ok, on avait établi ça dans la loi précédente. Hein. Vous avez vu, un N en anglais correspond à un N en français. Mais pour le first et le premier, on le voit aussi. Hein, parce qu'on avait établi aussi précédemment que F en anglais, en position initiale, correspond à P en français dans la même position. On le voit ici aussi. Donc, les correspondances morphologiques s'expliquent par les correspondances phonétiques qu'on a établies. Hein, et ensuite, après, du fait que ce sont des couples, ça fait que on a toutes les chances de dire que dans l'ancêtre prédialectal, c'est comme ça aussi que ça se faisait. Hein? Ils n'ont pas inventé ça, les Français et les Britanniques, simultanément. C'est pas possible. Ok? Donc, ils ont dû l'hériter directement de l'ancêtre prédialectal. C'est une deuxième loi. Ensuite, vous avez les particules grammaticales hein, que vous avez en français et en anglais. Vous voyez bien que c'est lié, quoi. Hein? Few, c'est peu. Ok, donc F avec P, in c'est en, NN, F for pour, etc. Ok, même la formation du participe en aide en anglais qui correspond en T en français, tout ça, ça s'explique aussi phonétiquement et par les positions. Donc là, je démontre que sur le plan de la morphologie, les deux langues sont également liées. Après avoir réussi à la première étape, je passe à la deuxième étape et j'ai réussi aussi. D'accord? Et donc à partir de là, je peux ajouter d'autres faits de grammaire pour étoffer mon travail. Mais une fois que j'ai réussi ça, c'est quasiment bon, quoi. C'est quasiment bon. Voilà. Prochaine slide là, c'est pour répondre justement à la question de l'emprunt et de dire la méthode comparative, c'est pas juste des ressemblances. Hein, ah oui, ça ressemble là, oui, ok. Non, hein, c'est des lois de correspondance. Il faut que ça corresponde, même si c'est des sons différents. Du moment où ça obéit à des lois et que ça apparaît systématiquement dans le même ordre, dans la même position, c'est ça qui compte. C'est pas qu'ils se ressemblent. Vous voyez bien que dans cette liste là qui est à gauche, vous avez des ressemblances là. Hein? C'est très ressemblant, les mots. Et en plus, c'est le même sens. Paternel en français. Dental en français. Dette en français. Hein? C'est trop ressemblant. Ok? Donc, si vous appliquez les méthodes comme les africanistes ont l'habitude de faire, vous direz, ah oui, voilà, les preuves. Français et anglais, c'est pareil. Eh bien non, pas du tout. Pas du tout. Ça, vous êtes en train de raisonner sur des emprunts de l'anglais fait au français. Tout ça, là, ce sont des mots français qui ont été empruntés à l'anglais. Ce sont des mots français qui ont été empruntés dans l'anglais. Donc, vous ne démontrez rien quand vous présentez quelque chose comme ça. Vous voyez? Pourquoi il faut faire attention? Et ces pièges sont extrêmement nombreux en linguistique africaine, dans les langues africaines. Parce qu'il y a eu beaucoup de contacts entre nos peuples. Et ce, sur une période encore plus longue que chez les Européens. Ok? Donc, des emprunts, il y en a plein. Donc, il faut faire attention. Il faut être encore plus rigoureux. Juste cet exemple vous montre que, attention, quoi. Attention. C'est trop ressemblant. Quand vous voyez des trucs trop ressemblants, non. Hein? Oui, c'est bien, machin, mais c'est pas ça. Ok? Donc, les emprunts, il faut faire attention. Et il faut aussi se méfier des choses qui se ressemblent trop. On l'a dit au début, à propos des emprunts, mais à propos des choses qui sont complètement dues au hasard. Quoi, hein. Par exemple, vous avez le mot anglais, to have, ok? Et puis vous avez le correspondant français, avoir, ah là, tac, faites un rouleau là, vous dites, ouais, ça y est, c'est ça, c'est exactement la même chose. Eh ben non.
Eh bien non. C'est pas la même. Vous voyez bien que c'est pas la même chose. Vous voyez, enfin, c'est pas. Hein, pour moi, ça n'a rien à voir. Hein, mais les gens, les africanistes, ils tombent dessus, là, tac, oui, c'est ça. Hein, non, parce que ça se ressemble, vous dites que c'est ça? Non. Parce que vous avez vu, est-ce que vous avez établi une loi de correspondance où il y a un H en anglais en position initiale qui correspond à un H en français ou en latin en position initiale? Est-ce que vous avez vu ça? À partir du vocabulaire de base, est-ce que vous avez établi une telle loi? Est-ce que vous avez vu un ensemble comme ce qu'on a vu là? Si on peut revenir en arrière sur la loi phonétique là, la page 7. Est-ce que la page 7 là, il faut remonter. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez vu une telle loi? Est-ce que le H en anglais, est-ce qu'il correspond à un H en français ou à une voyelle? C'est le C. C'est le C. Ok. Donc, on n'a pas vu. Hein, on a beau chercher. J'ai fait le travail à votre place. Hein, j'ai cherché. J'ai pas vu. Ok. Alors, comment est-ce que ça peut être possible? Donc, ça ne correspond pas. Ok. Est-ce que vous avez un V en français en position médiane qui correspond à un V en anglais en position médiane pour voir le V et V ici? Non. Ça n'existe nulle part. Vous avez beau chercher, vous ne trouverez pas. Ok? Donc, ça vous dit que tout have, hein, le have là, et avoir, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est juste une coïncidence. Et des coïncidences comme ça, il y en a plein dans les langues africaines. Comme dans toute langue. Il y en a plein. Il faut faire attention. C'est vraiment un niveau de rigueur extrêmement élevé qu'il faut appliquer. La vérité, oui. Justement, il y a beaucoup de... Bon, c'est vrai que c'est un travers dans lequel on tombe, beaucoup d'entre nous tombons. Il y a beaucoup de gens qui font des démonstrations sur Internet. Absolument. Et sur des ressemblances. Absolument. À quel point c'est dangereux ça? C'est extrêmement dangereux. Et puis, les linguistes sérieux, les comparatistes, ils se moquent quoi. C'est-à-dire, là, ils regardent... C'est pas sérieux. Vous n'avez pas dégagé de loi de correspondance. Et puis vous venez, les mots se ressemblent, oui, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Oui. Oui, en fait, il y a un chercheur dans la communauté qui s'est dit Bombari. Oui. Bombarimbo. Oui, je le connais enfin. Parce que lui, il ne respecte pas ce que vous semblez expliquer là, mais il arrive quand même à mettre en perspective des choses intéressantes, donc je sais pas, est-ce que... Oui, non mais lui, il fait pas de la linguistique historique, il fait pas il n'applique pas la méthode comparative. Ouais, ok. Donc là, c'est pas forcément de la linguistique qu'il fait. Ok, donc à partir des mots, hein, il essaie de trouver leur étymologie, en fait leur soubassement philosophique à partir d'autres langues. Ok, donc il part par exemple du bantou pour expliquer des racines bantou pour expliquer certaines formes de l'égyptien ancien. Et là, il se base aussi sur certaines conclusions que j'ai obtenues dans mon livre. Parce que dans un de mes chapitres, j'ai développé ce genre de choses au niveau plutôt, je dirais, historique, ou au niveau de la pensée, de la pensée, etc. Et ça, je l'ai constaté dans le système d'homonymie, ok, qui permet donc d'expliquer un certain nombre de mythes. C'est valable ce qu'il fait quand même. Oui, c'est valable, oui, bien sûr, oui, c'est valable, oui, tout à fait. Mais c'est pas de la méthode comparative. C'est pas. Parce que c'est la langue, son support d'étude, c'est la langue quand même. Oui, c'est la langue. Mais il ne prouve pas que telle langue est apparentée à telle autre.
Vous voyez? Les langues peuvent être différentes, il peut avoir juste une influence. D'ailleurs, il met le français dedans, hein, des fois il met le latin, il met le grec, bon, Il met voilà. dedans, il mélange. Voilà, vous voyez? Donc, C'est un autre domaine. En fait. c'est un autre domaine, c'est un autre domaine, ok? C'est pas la même chose, ok? Là, par exemple, j'avais expliqué, enfin, je me suis posé la question de savoir le mythe de la création, Adam et Ève, hein, avec Ève qui est censée sortir de la côte de Adam, c'est dû à quoi, hein, parce qu'on ne peut pas se lever un beau matin comme ça et créer un mythe aussi stupide, quoi, hein. Pourquoi la côte, quoi? Pourquoi l'homme, là, la femme serait sortie de la côte de l'homme, hein, pourquoi pas de sa cuisse, hein, comme de Jupiter, hein, ou de sa tête, ou ouais, pourquoi, hein? Donc, la question, la réponse est due aux homonymies. Parce que c'est comme ça que fonctionne l'esprit humain. Ok? Homonymie. Dès qu'on voit que deux mots se prononcent à peu près pareil, on a tendance à les lier sémantiquement. Ah oui, bon, c'est peut-être la même chose. Et vous verrez que le mot, une fois que vous reconstruisez l'ancêtre prédialectal, vous verrez que le mot égyptien pour côte et le mot pour femme, c'est à peu près la même chose. Ok? Donc, quand côte et femme sonnent pareil, l'esprit va dire oui, bon, ah oui, la femme c'est ça, quoi. C'est la côte, puisque ça se prononce pareil. Hein? Ok? C'est un peu le même phénomène avec, chez nous, le phénomène de anti-balaka. Ok? Les anti-balaka, les gens qui, avec des machettes là, qui découpent. Oui, bon. À l'origine, le mot, sa signification, c'est anti-bal AK, AK-47. C'est des gens, ouais, vous voyez sur les photos, hein, quand ils découpent avec des sortilèges, là, hein, des trucs, hein, les anti-balaka. Donc là, ils portent les gris-gris, hein, et donc ils sont invulnérables aux balles AK-47. Oui, hein, donc ils sont invulnérables, quoi. Hein, donc ce sont des anti, hein, ils vont devant les trucs, et, on les appelle des anti-balles AK. Ok? Mais comme dans la langue, en sango, il y a un mot balaka, qui veut dire machette, qui est tout près, et qu'il y a quand même un sens qui est lié, hein, parce que hein, AK-47 ça tue, mais les balaka ça tue aussi. Hein, on découpe avec. Eh ben, les gens, ils ont fini par dire, oui, bon, voilà, c'est les anti-balaka, parce qu'ils manient la machette, ou bien ils sont contre ceux qui manient la machette et tout. Donc, ouais, de anti-bal AK. Hein, juste parce que ça sonne pareil que Balaka, on fait le lien et puis bon, ça glisse. C'est l'esprit lumière qui est comme ça. Hein, et ça, c'est partout dans le monde, quoi. On fait des rapprochements sur des mots qui se ressemblent. Et donc lui, il se base dessus, il dit Mombari pour expliquer un certain nombre de mythes et des trucs qui font sens. Justement parce que nous sommes des êtres humains, on aime rapprocher des choses comme ça. Et après, on crée des mythes autour de ça. Hein. C'est ça, quoi. Donc, alors, pour revenir à ça, le mot have, le have en anglais, en fait, son ancêtre, son correspondant français, en fait, c'est pas avoir, hein, qui n'a rien à voir, c'est le cas de le dire, mais c'est le mot capter. Hein? Avoir, c'est capter. Ok? Donc, vous voyez bien, hein, le H, qui correspond à C, ok? Et puis le V, eh bien, il correspond à P. Ok? Ça, c'est une autre loi, mais je ne l'ai pas expliqué, je ne l'ai pas établi, mais on peut l'établir facilement. Hein, ok? Avec d'autres exemples. Hein, et on peut l'expliquer à partir du F, du F anglais. Hein, parce que normalement, c'est un F qu'on devrait avoir. Hein, parce que le P français correspond à un F. Ok? Mais là, on a un V. Ça s'explique facilement parce que le F, c'est voisé. Parce qu'il est entre voyelles. Ok, donc il s'est affaibli. Hein, donc il est accompagné de voisement. Ok, c'est le même phénomène qu'en français où on est passé du S à Z. Vous avez vu?
S, quand il est placé entre voyelles, ça devient Z. C'est la même chose qui fait que F devient V. F devient V en anglais. C'est le même phénomène phonétique. C'est une assimilation, ce qu'on appelle une assimilation. Donc voilà, ça s'explique par ça. Et vous voyez d'ailleurs, hein, il y a d'autres mots qui obéissent à cette loi. Hein. C'est Cévennes, hein. Sept en français, Cévennes. Ok, entre voyelles, ça fait V quoi. Donc ça s'explique assez facilement. Et puis vous pouvez voir d'autres exemples aussi. Hein. Vous pouvez en trouver en support de ça quoi. Voilà, donc le genre de travail qu'on fait en méthode comparative, qui est quelque chose d'extrêmement sérieux. Hein, il ne faut pas rêver, il ne faut pas faire des concessions à la rigueur. Alors, prochaine slide, là, je vais faire juste un exercice là, hein, comme ça, parce que j'avais donné une conférence à des élèves ingénieurs à Grenoble. Et puis, bon, j'ai parlé de la méthode comparative hein, pour expliquer que la science s'applique aussi dans les langues. Quoi. Et donc, voilà. Hein, comment démontrer que Château et Castello ont la même origine? Ok? Ça, c'est une explication. C'est quelque chose à démontrer. Ça se démontre. Bon, vous voyez peut-être que ça se ressemble ou pas. Enfin, je sais pas. Mais il faut le démontrer, quoi. Ok? Bon, ça se démontre en plusieurs points. Bon, hein, j'ai regroupé hein, en 3 dans la prochaine slide. Donc, vous avez une série de mots qui permet de voir que che en français correspond à K. Le son K en italien. Vous avez vu ces exemples-là. Cheval, cavallo, champ, campo, chemise, camicia, chanter, cantare, blanche, blanca. Vous voyez, même en position finale, hein, ça s'applique aussi. Cette loi-là, cette première loi. Hein, bouche, boca, etc. Hein, d'accord? Hein, il y a une loi là. Donc, je n'ai même pas besoin de savoir pourquoi che devient K ou K devient che. Je n'ai pas besoin de savoir. Je mets juste la liste. On voit qu'il y a une loi. Ça suffit. Okay? Après, on peut l'expliquer phonétiquement. Qu'est-ce qui a fait que le K est devenu che, hein? C'est plutôt dans ce sens-là. Parce qu'en latin, qui est l'ancêtre commun, c'était K aussi. Bon. Voilà. Voilà. Hein? Ça bouge un coin. C'est déjà réglé. Deuxième, vous avez acte. En français correspond à l'italien ast. Et comme en méthode, en linguistique historique, les détails comptent énormément. Les détails, c'est extrêmement important. Il ne faut jamais négliger les détails. Le français, le A en français, il y a un chapeau là. Un circonflexe. C'est un A circonflexe. Ok? Donc il faut en tenir compte. Ce A circonflexe, il correspond à l'italien ast. Ok? Et on le voit dans ces différents mots, systématiquement, sans exception. Hein? Vous le voyez, non? Ça ne souffre aucune exception. Donc, je démontre ça. Je n'ai pas besoin de plus. J'ai cette règle qui tient. Vous pouvez en trouver d'autres. Vous verrez que ça s'applique sans exception. Et d'ailleurs, le circonflexe, toute voyelle avec circonflexe en français qui est suivi d'une consonne occlusive, ça correspond à un S quelque part. Ok? En italien. Donc vous avez par exemple hôpital, hein, hospital, bon, etc. Vous pouvez voir ça comme ça. Mais bon, ça me suffit juste de placer ça. Et puis le O, E-A-U, qui se prononce O en français, eh bien, il correspond à l'italien à Elo. Ello. 2 L et O. J'ai pas besoin de plus.
Je vois juste qu'il y a une équation qui est là et qui est obéie à chaque fois. Bo, belo, bateau, batelo, pano, panelo, rato, rastrelo. Et d'ailleurs, au passage, vous avez vu le A, machin, qu'on voit aussi ici. Hein? Il n'y a pas d'exception dans les lois phonétiques. Les néo-grammairiens, ils l'ont dit au 19e siècle, il n'y a pas d'exception. Si vous trouvez des exceptions, c'est que ça s'explique par d'autres lois qu'il faut que vous trouviez. Anneau, anello, couteau, coltello, quoi. Bon, voilà, sans exception. Alors, imaginez-vous, en français, si le français n'était pas écrit, ce n'est même pas un E-A-U, c'est un O. Vous avez juste un son O comme ça. Et puis vous devez le comparer à bello. Vous voyez, ce O là, français, c'est le condensé de E, 2 L, O, qui est devenu O. Si ça s'agissait de langue africaine, voilà, c'est un O qu'il faut comparer avec quelque chose de plus compliqué. Voilà. Voilà ce que ça coûte d'utiliser langue africaine pour faire des démonstrations de linguistique comparative, quoi. Extrêmement, il faut être extrêmement rigoureux. Donc voilà, c'est comme ça que ça se démontre. Et là, une fois que j'ai fait ça, c'est fini. Ok, j'ai démontré. Next slide. C'est bon, donc, et puis bon, je peux ajouter des preuves supplémentaires. Je dis, bon, par exemple, je regarde les noms propres, les noms propres du français de souche. Qu'est-ce qu'on voit? On voit toute la gamme, toute l'évolution du français. Ok, dans les noms propres, quoi, parce que les noms propres, ils conservent des états. Donc, on a quelqu'un qui s'appelle Château, bon, donc c'est l'état actuel du mot, château. Il y a quelqu'un qui s'appelle Châtel. Oui, bon, ok. Donc, c'est déjà une étape avant, où le O, là, il n'était pas encore devenu O, il était L. Vous avez vu? Et puis, c'était conservé. On a même un ministre qui s'appelle Luc Châtel. Ok, bon, je dis ça en passant. Voilà, et puis ensuite, après, on a Chastel. Alors, là, Chastel, là, le S, il apparaît, là. Le S qui avait disparu, est remplacé par le chapeau, ça apparaît. Et puis ensuite, après, il y a quelqu'un qui s'appelle Castel. Donc, le che, là, c'était un K, en fait. Comme on le pensait déjà, Castel. Voilà, donc il y a quelqu'un qui s'appelle Castel. Voilà. Et puis, évidemment, le mot latin, castellum, on le voit bien, donc, qui explique tout, quoi. Et on voit les autres langues latines qui conservent des formes. Voilà. Et puis tout ça a été emprunté en anglais sous la forme castle. Ok? Alors, l'africaniste comparatiste qui vient avec ses méthodes à la Greenberg, oui, machin, tout ça, lui, il voit castle en anglais, castle, et puis il voit italien, castello, il dit, ah, voilà. Non. L'anglais n'a rien à voir. C'est juste un emprunt, quoi. Il a emprunté ça en plein soleil à partir du français, quand le français était à Castel. Mais le français a évolué déjà depuis. Il a emprunté au français à une étape antérieure. Vous voyez? Donc, c'est ça la méthode comparative. Il faut être rigoureux et il faut se méfier des emprunts. Les emprunts, il y en a partout.